À l'extrémité occidentale de la presqu'île de Cotentin, là où les vents de la Manche viennent s'écraser contre les falaises de la Hague, se dresse un colosse de granit gris que l'histoire moderne feint d'oublier. Ce monolithe de plus de 5 mètres de haut, taillé et dressé à l'âge du bronze vers 1600 avant notre ère, partage aujourd'hui son périmètre immédiat avec les fondations d'une église romane du XIIe siècle. Moins de 3 mètres séparent la pierre païenne du chœur chrétien. En examinant la topographie de ce site isolé de Normandie, une anomalie saute aux yeux des ingénieurs et des archéologues. Les bâtisseurs du Moyen Âge disposaient de dizaines d'hectares de terre plane et stable à proximité immédiate. Pourtant, ils ont choisi d'ancrer les fondations de leur lieu de culte exactement dans l'ombre portée de ce monument préhistorique, liant la structure de l'église à une masse de pierre dont la partie souterraine s'enfonce à une profondeur presque égale à sa hauteur visible, rendant tout déplacement impossible. Les archives locales parlent d'une tentative avortée, vers l'an 1300, d'installer une croix de fer au sommet du monolithe pour soumettre sa présence à l'autorité paroissiale. La croix a été brisée par la foudre, mais la coexistence forcée des deux structures demeure, matérialisant 9 siècles de friction silencieuse entre deux systèmes de croyances que la physique du lieu interdit de séparer. Ce choix de bâtir au plus près de l'existant, en épousant les contraintes physiques du terrain plutôt qu'en les effaçant, se retrouve de manière encore plus radicale à quelques dizaines de kilomètres de là, en Auvergne, sur l'éperon rocheux qui domine le village de Châteauneuf-les-Bains. Ici, les seigneurs de la région n'ont pas simplement contourné la roche, ils ont construit directement dessus. Les ruines de la forteresse médiévale révèlent une technique de construction unique. Les assises inférieures des murailles ne sont pas composées de pierres de taille rapportée. Elles sont sculptées à même le granit natif de la colline. La roche vivante et la maçonnerie humaine se confondent en une seule surface continue de plus de 4 mètres de haut. Cette intégration architecturale totale pose une question fondamentale aux historiens des structures militaires. S'agissait-il d'une recherche absolue de solidité face aux balistes, d'une démonstration de puissance seigneuriale ancrée dans le sol, ou d'une simple économie de moyens face à l'urgence d'une menace imminente? Les chroniques mentionnent que c'est dans la grande salle basse de ce donjon, dont le sol est constitué par le sommet brut de la falaise, que se sont réunis en mai 1215 les barons rebelles de la région pour sceller leur alliance contre l'autorité royale, quelques semaines avant la signature de la Grande Charte en Angleterre. Aucun document officiel ne l'écrit, mais l'architecture même de cette salle, conçue pour résister aux assauts et isoler les conversations, valide la fonction stratégique du site. Si les pierres d'Auvergne ont été gravées pour asseoir le pouvoir des vivants, d'autres blocs de pierre découverts dans le département du Nord ont été façonnés pour une fonction que les archéologues contemporains peinent encore à nommer. Dans le cimetière de l'église Sainte-Vaste, près de Valenciennes, reposent des monuments funéraires datant du Xe siècle, n'ayant aucun équivalent dans le reste de l'Europe continentale. Ce sont des blocs de grès oblongs, appelés dos de carpe, sculptés en forme de longs bâtiments aux toits incurvés, flanqués à chaque extrémité par des représentations d'animaux massifs. Des ours muselés dont les pattes agrippent la pierre comme pour l'empêcher de bouger, ou pour maintenir de force ce qui se trouve en dessous. Ces structures apparaissent exclusivement dans les zones d'influence des raids et des implantations nordiques en Neustrie, marquant une fusion technique inédite entre l'art saxon et les traditions scandinaves. La forme générale évoque la halle des morts, mais la présence systématique de la muselière sur les prédateurs de pierre reste l'énigme centrale de ces sépultures. On muselle un être vivant pour neutraliser sa capacité à mordre ou à émettre un son. La logique rituelle derrière ce geste n'a laissé aucune trace écrite. Le phénomène s'est propagé rapidement au cours du Xe siècle avant de s'arrêter brusquement avec la christianisation définitive de la région, laissant ces ours de pierre comme les gardiens muets d'un secret d'outre-tombe. Alors que ces tombes du Nord visaient à contenir le souvenir ou la présence des défunts, l'architecture des structures monastiques de la Drôme a été pensée pour faire disparaître les vivants de leurs vivants.
Le cœur de la chartreuse de Valinte, fondée en 1398 et isolée dans un vallon boisé au pied du massif du Vercors, pousse la logique de l'isolement jusqu'à ses limites physiques. Chaque cellule de moine est une maison autonome à 2 niveaux, dotée d'un jardin clos de hauts murs, relié au cloître principal par une seule ouverture. Ce dispositif ne se résume pas à une simple porte close. Sur le côté de chaque entrée se trouve un guichet de distribution en briques, conçu selon un angle droit parfait. Cette géométrie spécifique empêche le frère converse, qui dépose la nourriture, et le moine reclus, qui la récupère, de croiser leurs regards à un quelconque moment de l'échange. 2 êtres humains accomplissent l'acte social le plus élémentaire, la subsistance, tout en étant privés par la maçonnerie de la possibilité d'établir un contact visuel. L'ordre maintenait ce niveau de claustration absolue non seulement durant la prière, mais au cœur des fonctions biologiques de l'existence. Cette forme extrême de monachisme s'est développée grâce au don massif d'un grand feudataire de la couronne, exécuté pour trahison 3 ans seulement après la fondation du site. Les cellules restaurées de Valinte conservent ces guichets en équerre. En y glissant la main aujourd'hui, on perçoit immédiatement la rigueur de la structure physique conçue pour interdire l'altérité. Mais si les Chartreux choisissaient délibérément cette disparition sensorielle, les moines cisterciens de l'abbaye de Notre-Dame-des-Pierres, dans le Cher, ont vu la leur imposer par la violence de la nature, avant de bâtir, à partir de ce dénuement, le plus grand complexe agricole et industriel du centre de la France. En décembre 1132, 13 moines dissidents quittent l'abbaye de Bourges après une violente dispute interne liée à l'application de la règle. Réfugiés dans un vallon marécageux et glacial dépourvu de tout abri, les membres de la communauté passent leur premier hiver sous les branches d'un unique ormeau séculaire, selon les manuscrits de l'ordre. L'espace d'une seule génération, l'abbaye devient pourtant la puissance économique majeure du Berry, contrôlant des dizaines de granges céréalières, des forges hydrauliques et des milliers de têtes de bétail. La vitesse à laquelle ces 13 hommes, partis de rien, ont transformé un désert humide en un empire foncier en moins de 40 ans, reste un cas d'étude unique en histoire économique. En 1539, le destin du site bascule. Les commissaires royaux ordonnent la fermeture de l'abbaye en quelques mois. Les terres sont fragmentées, les métaux précieux saisis, et les toitures démantelées pour en récupérer le plomb, mettant un point final à 4 siècles d'accumulation technologique et de gestion centralisée. Aujourd'hui, les ruines de Notre-Dame-des-Pierres s'étendent sur plus de 2 hectares de végétation sauvage. En arpentant les vestiges des nefs et des systèmes hydrauliques, la vitesse de cette éradication totale saisit l'observateur. Cette destruction systématique des grands centres monastiques français préfigure une crise bien plus sombre qui couvait au même moment au cœur des campagnes. Tandis que les moines étaient chassés de leurs abbayes, les habitants d'un petit bourg rural du Lien-Limousin mettaient en œuvre, dans le secret de leurs habitations, des manipulations physiques sur leur propre mort. Des actes si graves qu'aucun chroniqueur de l'époque n'a osé les consigner par écrit. Les fondations de Notre-Dame-des-Pierres montrent ce que l'ambition institutionnelle produit avant de s'effondrer. Mais les découvertes récentes sous le sol d'un village abandonné de la Creuse révèlent ce qu'une communauté rurale était prête à faire lorsque la peur de l'inexplicable prenait le contrôle de la logique collective. Pour comprendre l'origine de cette bascule mentale collective, il faut quitter les plaines du centre et observer les vitraux de l'église Saint-Florent de la Roche, une petite paroisse médiévale nichée dans la haute vallée de la Loire. Ce sanctuaire abrite la plus importante collection de verrières du XVe siècle de la région, commandée vers l'an 1410. L'œuvre centrale ne représente ni la Nativité ni la Passion, mais les 15 signes annonçant les derniers jours du monde, inspiré d'un poème eschatologique anonyme circulant dans le royaume de France durant la guerre de Cent Ans. À travers 9 lancettes de plomb et de verre colorés, la catastrophe se déploie avec une précision chirurgicale. Les mers s'élèvent à plus de 20 mètres au-dessus des sommets des montagnes. Les créatures marines hurlent au fond des abysses. Les pierres des édifices se fendent d'elles-mêmes.
et les morts sortent de leur sépulture tandis que la voûte céleste prend la couleur du sang. Il s'agit de l'unique ensemble de vitraux en Europe continentale à intégrer directement les versets du poème textuel au cœur des images théologiques. Les raisons pour lesquelles cette communauté rurale spécifique a choisi de figer dans le verre le conte à rebours de l'Apocalypse restent inexpliquées par les historiens de l'art. L'anxiété liée au jugement dernier était une constante de l'Occident médiéval. Mais une telle commande matérielle, par sa démesure financière et iconographique, sort des normes documentées. L'Église possède en outre une particularité structurelle. Flanquée contre le mur nord du transept, une cellule d'anachorète de 3 mètres carrés témoigne d'une pratique de claustration volontaire. Les registres paroissiaux révèlent qu'un ermite nommé Frère l'Herminier y vécut emmuré vivant, avec pour seule ouverture une fente donnant sur l'autel. Maintenant ce mode de vie du XIVe siècle jusqu'à sa mort, survenue au cœur de la Renaissance. 14 panneaux de verre apocalyptiques et un homme ayant choisi la mort sensorielle à quelques centimètres des fidèles constituent les deux faces d'une même peur institutionnalisée, restée indéchiffrable. Si la congrégation de Saint-Florent a choisi d'exposer ses terreurs dans le verre, la destruction de l'abbaye de Grandmont, survenue en 1538 sous les ordres des intendants royaux, n'a laissé aucune place au libre arbitre des occupants. En quelques semaines, les équipes de démolition ont arraché les couvertures de plomb des toits sous les yeux des religieux interdits, condamnant les structures à un pourrissement accéléré. L'effondrement provoqué de l'un des ordres les plus stricts de France a pris moins de 3 mois. Pourtant, l'examen des ruines révèle une anomalie géographique majeure que les historiens attribuent à une entorse dogmatique unique. Contrairement à l'ensemble des chartes monastiques qui imposent une orientation stricte du chœur vers l'est, l'église abbatiale de Grandmont dévie de près de 45 degrés vers le sud. Le vallon rocheux choisi par le fondateur était si encaissé et si étroit que la topographie a dicté sa loi à la liturgie. Les moines ont plié l'orientation de leur sanctuaire sacré pour l'insérer de force dans la faille géologique, un compromis qu'aucune autre abbaye de cette envergure n'a jamais concédé. Le site témoigne d'un basculement où la contrainte matérielle l'emporte sur le symbole spirituel. Ce même lieu, abandonné par l'Église, puis totalement oublié des cartes de l'Ancien Régime, va ressurgir de l'ombre au cours du XXe siècle pour devenir l'un des secrets militaires les mieux gardés du territoire français. Le 31 mars 1944, le général de Gaulle et les officiers de l'état-major inspectent les vestiges de l'abbaye, dissimulés sous les arbres de la vallée. Les services de renseignement y ont installé une base d'entraînement hautement confidentielle où des blindés légers sont immergés dans des bassins artificiels, aménagés au milieu des anciens cloîtres pour tester l'étanchéité de leurs moteurs avant les opérations de débarquement. Les soldats s'exerçaient de nuit à escalader les structures médiévales recouvertes de filets de corde. Une abbaye fortifiée du XIIe siècle est devenue le laboratoire d'une guerre mécanique moderne, avant que les documents ne soient classés aux archives, et que la forêt ne reprenne ses droits sur les pierres de Grandmont, démontrant que l'histoire enfouie des structures françaises n'obéit jamais au hasard mais à une logique de survie absolue. Sous les dalles des églises du Limousin, ce ne sont pas des installations militaires que les archéologues ont découvertes, mais des structures conçues pour s'enfoncer verticalement dans l'oubli du sol. Sous l'église fortifiée de Saint-Martial, construite vers 1078 dans le petit village de Lastours, se cache une crypte romane intégrale sans équivalent architectural dans le pays. La plupart des cryptes de cette époque sont de simples caveaux de maçonnerie destinés à entreposer des reliques. Celle de Lastours est une réplique miniaturisée d'une église haute possédant sa propre abside, son transept, sa nef centrale et ses bas-côtés voûtés d'arêtes, reposant sur de lourdes colonnes de granit aux chapiteaux massifs. Conçue à l'origine pour abriter le tombeau d'un ermite local mort en odeur de sainteté, la structure supérieure complète qui devait la surmonter n'a jamais vu le jour. Les moines bâtisseurs ont déserté le chantier moins de 10 ans après la pose des premières pierres, jugeant la contrée trop austère, isolée et en proie aux exactions des seigneurs pillards
pour y maintenir une communauté stable. Les blocs de pierre réutilisés pour sceller les parois de cette église souterraine contiennent des fragments de stèles funéraires et de croix discoïdales d'époque mérovingienne et carolingienne trouvées dans les bois environnants. Ce que représentaient les motifs gravés sur ces pierres de remploi et ce qu'ils signifiaient pour les populations locales demeure hors de portée de la science historique. La crypte de Lastours conserve les vestiges d'une architecture inachevée, piégée sous un édifice de fortune, témoignant d'une fuite précipitée devant la violence du siècle. Si les moines de Lastours ont eu la liberté de choisir l'exil, le dernier abbé de l'abbaye de Bomport n'a bénéficié d'aucune issue. À l'automne 1536, alors que les insurrections paysannes et les révoltes contre les taxes royales embrasent les marches de l'Ouest, l'abbé Jean de la Roche s'enfuit à travers les landes de Haute-Bretagne pour échapper aux agents de la couronne qui l'accusent de complicité avec les rebelles. Capturé au terme d'une traque de plusieurs jours, il est transféré à Paris, incarcéré dans les cellules de la conciergerie, puis exécuté pour haute trahison l'année suivante. Avant de mourir, il a gravé ses derniers mots dans la pierre de sa geôle, un graffiti toujours visible aujourd'hui sous les voûtes de la forteresse parisienne. L'abbaye de Bomport fut entièrement rasée par décret royal après sa mort. Aujourd'hui propriété privée, ces ruines n'ont jamais été restaurées par l'État. Les ronces, le lierre et les frênes poussent directement au cœur des arcs boutants et des nervures gothiques, créant un paysage d'abandon qui reflète la violence de sa disparition bien plus fidèlement que ne le ferait un parc archéologique entretenu. De l'ordre monastique de Bomport, il ne subsiste qu'un nom gravé dans une prison parisienne et une recette de fromage de brebis texturé au lait cru, vendue aujourd'hui dans toutes les grandes surfaces de la région. À quelques dizaines de kilomètres, les ruines de l'abbaye de la Clarté-Dieu révèlent que les peurs médiévales ne s'effacent pas avec les décrets, mais s'enracinent dans la mémoire collective. Fondée au XIIe siècle dans une cuvette argileuse de Touraine, l'abbaye possède l'un des plus précieux pavements de terre cuite vernissée d'Europe. Des milliers de carreaux bicolores du XIIIe siècle disposés selon des motifs géométriques complexes, qui tapissent encore le sol de la nef démantelée. C'est dans ce scriptorium qu'un copiste anonyme a consigné, vers l'an 1400, 12 récits de spectres et de revenants sur les pages de garde blanche d'un traité de théologie plus ancien. Écrits dans un latin matiné de tournure locale, ces textes décrivent les chemins de terre, les carrefours et les granges entourant l'abbaye avec la précision d'un homme familier des topographies de la nuit. Ces récits n'ont rien de théologique. Ils décrivent des procédures concrètes, des gestes précis à accomplir pour forcer les morts errants à réintégrer définitivement leur sépulture. Le moine n'explique pas les raisons de sa démarche, mais la coïncidence temporelle et géographique avec les découvertes matérielles effectuées à 30 km de là élimine l'hypothèse d'une simple invention littéraire. La hantise des morts qui refusent de rester sous terre et les techniques physiques pour neutraliser leur corps ne relevaient pas de la métaphore sur les parchemins de la Clarté-Dieu. Pour les habitants du village de Mortefontaine, c'était une réalité matérielle que les archéologues s'apprêtent à exhumer du sol. Le village abandonné de Mortefontaine s'étend dans un vallon calcaire de la Creuse, à l'écart des grands axes de communication. Ce bourg, occupé sans interruption du Xe siècle jusqu'aux environs de 1500, a été vidé de ses derniers habitants lorsque les seigneurs locaux ont restructuré les terres labourables en pâturage pour l'élevage des ovins, chassant les familles de métayers. L'église Saint-Martin dresse encore ses murs sans toiture à la lisière des bois, tandis que les anomalies du relief révèlent l'emplacement des anciennes habitations sous la couche de sédiments et de végétation. Il s'agit du site médiéval déserté le plus méthodiquement fouillé de la région. En 1963, lors des premières campagnes de fouilles de la zone résidentielle, en dehors du périmètre consacré du cimetière paroissial, les archéologues ont ouvert une fosse comblée et mis au jour un amas d'ossements humains. Ces restes ont été répertoriés, mis en caisse et stockés en réserve pendant plus de 50 ans, sans faire l'objet d'examens approfondis. En 2017, une équipe de chercheurs spécialisés en anthropologie médico-légale a rouvert le dossier
en appliquant les techniques de l'analyse isotopique et de la radiographie haute définition. Le dépôt comptait 137 os appartenant à au moins 10 individus, parmi lesquels figuraient 2 enfants âgés d'environ 2 et 4 ans. Les examens ont révélé que ces corps avaient subi des décapitations systématiques, des démembrements post-mortem, des fractures volontaires et des traces de combustion intense. L'analyse du strontium présent dans l'émail dentaire a confirmé que toutes ces victimes avaient grandi et vécu dans un rayon de moins de 5 km autour de Mortefontaine. Il s'agissait de membres de la communauté villageoise, intégrés au tissu local. La datation par le carbone 14 a situé ces interventions physiques entre le XIe et le XIIIe siècle, en pleine période d'activité du bourg. Les anthropologues ont d'abord testé l'hypothèse d'un massacre lié à une famine hivernale suivie d'actes de cannibalisme. Mais les données matérielles ont invalidé cette piste. Dans les cas de découpe alimentaire, les traces d'outils tranchants se concentrent sur les insertions musculaires des os longs pour prélever la chair. Mortefontaine. Les entailles se regroupent exclusivement autour des vertèbres cervicales et de la base du crâne, ce qui démontre une volonté de décapitation rituelle plutôt qu'un travail de boucherie. De plus, l'action du feu sur les os longs aurait détruit toute valeur nutritive sous l'effet de la carbonisation, et la présence d'enfants en bas âge contredit les profils habituels des cibles de survie en période de disette. La seule explication concordant avec la disposition des lésions est la mise en pratique des croyances médiévales liées aux revenants. Les villageois ont mutilé et brûlé les corps de leurs propres voisins pour s'assurer que les morts ne sortiraient pas de leur tombe. Un historien ecclésiastique du XIIe siècle, rédigeant ses chroniques dans un monastère limitrophe à l'époque exacte des faits, décrit précisément la procédure appliquée par les communautés rurales lorsqu'elles suspectaient un mort de hanter les vivants. Ces écrits dictent 3 étapes incontournables, à savoir exhumer le suspect, lui trancher la tête et consumer ses restes par le feu. Les textes d'époque et les preuves matérielles extraites du sol de la Creuse se superposent de manière exacte. L'étude de 2017 constitue la première preuve archéologique indiscutable de cette pratique sur le territoire national. Les indices physiques prouvent que ces gestes n'ont pas été accomplis lors d'une crise isolée, mais qu'ils constituaient une procédure méthodique et répétée au fil des décennies, appliquée à plusieurs individus par les personnes mêmes qui les avaient côtoyés de leur vivant. Le site de Mortefontaine est aujourd'hui classé au monument historique. Les visiteurs peuvent parcourir les ondulations du terrain et observer les vestiges de l'église Saint-Martin au bord du champ. Mais la fosse de 1963 ne porte aucune signalisation. L'herbe recouvre les fondations des structures où les paysans travaillaient le jour et redoutaient la nuit, venues les actions de leurs proches après leur trépas. Une terreur physique que les guides touristiques locaux passent sous silence. L'effacement de Mortefontaine des registres paroissiaux n'a pas détruit les mécanismes de la mémoire collective. Il les a simplement déplacés sous la surface de notre quotidien. Les 137 ossements brûlés et fracturés de la Creuse révèlent une vérité inconfortable sur l'organisation des structures rurales de l'Ancien Régime. La frontière entre la foi officielle, enseignée par les élites cléricales depuis les grands centres monastiques, et la nécessité pragmatique de survivre à l'inexplicable au fond des vallées était poreuse. Les textes latins des scriptoriums et les coups de hache sur les vertèbres cervicales de Mortefontaine appartiennent à la même tentative humaine de maîtriser l'espace physique et le temps. Ce n'est pas un hasard si les dates des mutilations rituelles coïncident avec les grandes crises épidémiques et climatiques qui ont frappé le territoire du XIe au XIIIe siècle. Face à l'impuissance des structures médicales et institutionnelles, la communauté se repliait sur une gestion physique de la menace. Pour ces paysans, briser les os longs de leurs propres enfants et consumer leurs restes n'était pas un acte de barbarie gratuite, mais une mesure de salubrité publique et spirituelle, dictée par la certitude que la décomposition des liens sociaux ne s'arrêtait pas au seuil de la tombe. Aujourd'hui, le paysage français est saturé de ces structures dont la logique d'origine s'est dissoute dans le temps, mais dont la matière persiste. Le voyageur qui traverse le Cotentin et observe le grand monolithe de granit à l'ombre de l'église romane
y voient une curiosité pittoresque. Oubliant les siècles de tension dogmatique nécessaires pour maintenir ces deux masses de pierre à 3 mètres de distance. Le curiste qui arpente les pentes d'Auvergne ignore que les fondations des murailles sous ses pieds sont fusionnées avec la roche vive parce que des ingénieurs médiévaux ont dû trôner sur la falaise pour parer à l'effondrement de leur monde. De même, les ours muselés sur les tombes du Nord ou les guichets en briques, coudés à 90 degrés dans le silence de la Drôme, ne sont pas des fantaisies architecturales. Ce sont les dispositifs techniques d'une société obsédée par la contention. Qu'il s'agisse de murer le regard d'un moine pour préserver son salut, ou de sceller la mâchoire d'un prédateur de pierre pour protéger les vivants du retour des morts. L'histoire des infrastructures de surface et des processus anthropogènes est celle d'une sédimentation continue. Une base militaire ultra secrète de 1944 s'installe dans les douves d'une abbaye du XIIe siècle, parce que la géographie de l'isolement choisie par les moines répondait exactement aux exigences de la guerre moderne. Un fromage de brebis consommé aujourd'hui à la table des villes est le dernier fossile vivant d'un empire monastique breton rasé par la couronne, dont l'abbé a fini pendu à Paris. Rien ne s'annihile complètement, les structures changent d'usage, mais conservent la mémoire de leur géométrie. Les anomalies de Mortefontaine, de Lastours ou de Grandmont démontrent que le territoire national n'est pas seulement un espace géographique, mais une superposition de strates physiques où chaque décision, chaque compromis avec la topographie et chaque terreur collective laisse une empreinte calcaire. En grattant la couche arable des champs désertés, en descendant dans les cryptes inachevées oubliées sous les nefs paroissiales, ou en analysant la composition chimique des sédiments au fond d'une fosse anonyme. La rigueur de la science moderne rejoint la chronique médiévale. Les guides touristiques et les plaques commémoratives officielles préfèrent retenir les dates des traités, les lignées seigneuriales et l'esthétique des ruines colonisées par le lierre. Mais la réalité historique des paysages de France repose sur des fondations bien plus dures, écrites dans la pierre de taille, dans le plomb des vitraux apocalyptiques et dans les traces d'outils tranchant sur les ossements de ceux que l'on redoutait de voir revenir.